Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Le salon biannuel de la Quige, l'Association québécoise de l'industrie du jouet, avait lieu en mars et les Deux Pions sont allés voir ce qui s'y passait. La Quige est un regroupement d'agents manufacturiers et de distributeurs dans le monde du jeu et du jouet qui permet aux détaillants de voir les nouveautés qui sont ou seront bientôt disponibles à la vente. Les principaux distributeurs québécois de jeux de société tels qu'Asmodée, Ilo, Dude et Randolph y étaient et nous en avons profité pour aller voir leurs nouveautés pour 2024. Aujourd'hui, on vous présente les nouveautés de Distribution Dude. Alors, je suis avec Simon Jutras, l'un des fondateurs, éditeur de Locomuse, qui a fait des papiers qui s'en vient bientôt. Simon? Oui, exactement. Des papiers, c'est notre premier jeu officiellement qui va arriver sur le marché pour le commun des mortels, bien entendu. Projet de longue haleine, on va se le dire, des papiers, projet ambitieux. C'est une compilation de 3 roll and write québécois. Donc, des papiers, ça fait 2 ans qu'on est là-dessus. On a envoyé une demande à tous les auteurs, autrices de jeux du Québec. Avez-vous des roll and write qui tiennent sur une feuille 8,5, 11 et qui se jouent qu'avec des dés normaux? Et on a reçu plus d'une 40aine de prototypes. Et là, c'est le volume 1 qui sort. On dit volume 1 parce qu'il pourrait y avoir volume 2 éventuellement. Première compilation, 3 roll and write. On a à l'intérieur, donc, d'une seule boîte, 3 jeux complètement différents. On va dire qu'on vise un public familial plus, des gens qui connaissent un peu les jeux, mais réellement, n'importe qui peut jouer à ces jeux-là. Explique-nous ça brièvement. On a des plateaux de jeux effaçables avec 4 crayons. Donc, c'est des jeux qui se jouent de 1 à 4 joueurs, on va dire, et 5 dés. Okay? Rapidement, chacun des jeux. Premier jeu, Arturus Rex. Arturus Rex, Antoine Lefebvre. On aime bien présenter ce Antoine, jeu. l'auteur aussi de Romy Ramy. L'auteur de Romy Ramy, bien entendu. Un auteur en montée au Québec, on ne se le cachera pas. Quelqu'un qui fait des jeux excellents. Et ce jeu a gagné le Proto de l'année 2020. Oui. Le fait qu'un jeu en noir et blanc sur une feuille, il n'était pas beau comme ça dans le temps, là, mais un roll and write gagne un proto, il fallait qu'il soit assez solide. On aime bien comparer ce jeu à un trait futé en simultané avec une thématique. Okay, donc, c'est comme ça qu'on le vend. Les joueurs vont effectuer différentes quêtes arthuriennes, vont jouer leur dés là-dedans. Ultra serré, ultra tendu. Chaque petit mini-jeu se joue d'une façon différente. Il y a plein de petites particularités dans ce jeu-là qui fait que c'est difficile de faire une seule partie. Deuxième jeu. Roll and Cook, jeu de cuisine. Roll and Cook Express, on va dire. Benjamin Gauthier. Roll and Cook, c'est un jeu qui est sorti en print and play gratuit durant la pandémie. Et là, on a ici la version Express qui est un peu plus rapide, un peu plus facile à prendre en main. Jeu où on va jouer des camions culinaires, hein, des food trucks, compétition de food trucks. Donc, on va essayer de servir les meilleures recettes à nos clients. La particularité de ce jeu, bon, on le prend dans sa forme originale. Un roll and write, chacun fait ses petites choses de son côté, très smooth, très le fun, accessible. Mais il y a une variante qui s'appelle la variante plat partagé. On va mettre ce plateau au centre du jeu et ça devient un jeu complètement tendu de bluff et de pseudo-négociation où, en fait, vous voyez, il y a un gros chiffre et un petit chiffre. Si à un moment donné, vous êtes le seul joueur à faire une recette, vous faites le gros chiffre. Si vous êtes plusieurs joueurs ou joueuses à faire la même recette, vous faites le petit chiffre. Donc, il y a toute la question de « OK, tu fais-tu un burger ce tour-ci? Non, moi, je fais une poutine. Ah, comment ça t'as fait l'œuf en même temps que moi? » Donc, ça vient beaucoup changer l'espèce d'expérience générale qu'on retrouve dans Roll and Write parce que là, tout le monde regarde le centre de la table, tout le monde regarde les autres. Ça vient complètement transformer la chose. On a eu une bombe. Un caméo, c'est parfait. Si on n'a pas de caméo, c'est pas une bonne vidéo. Dernier jeu du lot, c'est 2 serpents. Vous connaissez Tron, le jeu d'arcade là, où on a une moto qui fait de la lumière, ou le jeu Snake, où c'est un serpent qui ne doit pas foncer. Ben, c'est le mélange de ces 2 jeux. Olivier Lamontagne a créé ce jeu dans un rêve. Après qu'on se soit parlé en après-midi, il a dit « Je m'en vais Oh my God, c'est ésotérique, ça! » C'est ésotérique. Olivier Lamontagne, un des plus grands créateurs de jeux du Québec. J'y ai parlé 15 minutes au téléphone. Il a dit « C'est bon, je vais en faire une sieste. » Il s'est réveillé, il m'a envoyé le proto 2 heures plus tard et ce jeu est resté pratiquement inchangé depuis. Jeu 2 joueurs, on va jouer 2 serpents qui vont se combattre dans une arène à essayer de bloquer l'autre joueur. Ultra engageant, ultra simple, mais pour les gamers, il y a un petit côté aussi très stratégique. Ça marche bien. Là, ça, c'est 10 minutes de pur plaisir. On a fait des tournois de ça, d'ailleurs, dans différents événements. Fonctionne très bien.
Son de soleil pour déjeuner. Hey, ça filme déjà. Ah non. Trop tard. Hey, Mais pas. je suis avec Fanny de Distribution 12. Ben oui. Fanny qui est impliquée dans le monde du jeu, pas juste avec Distribution 12. T'es partout, Fanny. Ben ouais, je viens de donner un coup de main à Chantal chez Distribution d'eau depuis maintenant 4 ans. Puis, ben oui, puis je suis impliqué aussi dans un événement qui s'appelle les Jeux au bout, donc depuis 20 ans maintenant. Donc, l'organisation de cet événement depuis 20 ans. Excellent. Toujours dans le monde du jeu. Good. Je trempe toujours là-dedans. Puis aujourd'hui, tu nous parles des nouveautés chez Dude. Pas du tout. Pas du je vais tout. te parler. Juste les vieux jeux. Oui, c'est ça. En fait, chez nous, ma maison est à vendre. OK. Ben non. On va parler des jeux, ne t'en fais pas. Mais oui, surtout les nouveautés. Puis effectivement, dans ces nouveautés-là, j'ai plusieurs coups de cœur, dont Alvéola. Grosso modo, on va monter une ruche. Chaque joueur va avoir sa ruche avec lui, c'est-à-dire 4 abeilles et une reine. On va avoir aussi des petites fleurs qu'on va accumuler en cours de partie. Ces fleurs-là vont nous donner accès à des outils qu'on va pouvoir avoir pour monter notre ruche, fabriquer, faire grandir notre ruche. Le party va être pogné là-dedans. Par contre, dans la ruche, il va y avoir aussi des frelons asiatiques. Et en jouant à ce jeu, non, ça, c'est pas le fun. c'est pas le fun. Je les appelle les pas fins aussi. Ouais. Et en jouant à ce jeu, j'ai appris que 30 frelons asiatiques plutôt, peuvent décimer une ruche de 30 000 abeilles en quelques jours. Donc, ça fait mal. Ça fait mal. Alors, si vous voyez ça apparaître chez vous, vous allez voir, ils ne sont pas en bois, là, mais ça, c'est dangereux. Et on appelle ça un frelon asiatique ou les pas fins en jargon, dans notre jargon. Donc, on va monter, la façon de monter notre ruche, on va soit pouvoir l'agrandir en plaçant des tuiles à côté. C'est ce qui va nous donner accès à chaque fois qu'on fait un agrandissement. On va avoir des fleurs, on va en récupérer 2. Et comme je vous disais, on a des objectifs. Et les objectifs, ce qui est le fun, c'est qu'on en a une pile. Donc, la rejouabilité, elle est bonne. On va toujours mettre 3 objectifs différents pour chacune des parties. Ensuite, ben c'est ça. À tour de rôle, il y a un petit côté qui me fait penser un peu, les gens doivent connaître pas mal Patchwork, dans le sens qu'on a notre cuillère de miel, notre bâton de miel. Oui, il y en a même une vraie ici. Il y en a une vraie qui va être le premier joueur. Oui, effectivement, c'est très appétissant. Alors, moi aussi, je vais le tenir. Donc, poser des La questions. mienne est servie, tu vois, il n'y a pas même couleur. Ouais, j'ai chaud, mais plus usé. Donc, on va déplacer, on va toujours avoir accès, en fait, à l'une des 3 piles qui vont suivre pour aller chercher une tuile et l'installer dans notre ruche. L'autre façon d'agrandir notre ruche, c'est en élevant notre ruche. Donc, on va mettre des étages une par-dessus l'autre. Et comment on va mettre les étages qu'on retrouve ici? Ben, il y a quand même des façons de la placer. C'est qu'en fait, on va s'assurer que ça puisse fonctionner en vidant. Je sais pas si tu peux. Es-tu capable d'approcher caméra? Caméra, viens-t'en. Tu vois la tuile ici? En mettant la tuile ici, j'ai deux alvéoles de miel, remplies de miel, et ici, elle est vide. Donc, ce que je vais faire en faisant, je vais remplir celle qui est vide et vider les 2 autres. En vidant ces 2 alvéoles-là, je vais tout simplement récupérer ici des jetons de miel, et c'est des points de victoire en fin de partie. L'idée, c'est de monter notre ruche jusqu'à temps qu'on arrive à 4 niveaux. La personne peut atteindre le 4e niveau après avoir placé ses 4 abeilles dans la ruche, va installer la reine, et la reine va valoir plus de points. À partir du moment où Chacun a sa ruche. Chacun sa ruche. Chacun va gérer sa ruche. Et d'ailleurs, ben, les frelons vont servir à ça parce qu'on va vouloir les déplacer avec certaines actions qu'on peut retrouver ici, ou à chaque fois qu'on joue une tuile avec la tête d'un frelon asiatique. Et non, ce n'est pas Bumblebee dans Transformers, mais bel et bien un frelon asiatique. À chaque fois qu'on a ce logo-là, on va pouvoir déplacer un frelon asiatique d'une case en espérant pouvoir aller dévorer les abeilles de nos adversaires. On les dévore, on enlève l'abeille. Son de soleil pour déjeuner. Hey, ça filme déjà. Ah non. Trop tard. Hey, Mais pas. je suis avec Fanny de Distribution 12. Ben oui. Fanny qui est impliquée dans le monde du jeu, pas juste avec Distribution 12. T'es partout, Fanny. Ben ouais, je viens de donner un coup de main à Chantal chez Distribution d'eau depuis maintenant 4 ans. Puis, ben oui, puis je suis impliqué aussi dans un événement qui s'appelle les Jeux au bout, donc depuis 20 ans maintenant. Donc, l'organisation de cet événement depuis 20 ans. Excellent. Toujours dans le monde du jeu. Good. Je trempe toujours là-dedans. Puis aujourd'hui, tu nous parles des nouveautés chez Dude. Pas du tout. Pas du je vais tout. te parler. Juste les vieux jeux. Oui, c'est ça. En fait, chez nous, ma maison est à vendre. OK. Non. On va parler des jeux, ne t'en fais pas. Mais oui, surtout les nouveautés. Puis effectivement, dans ces nouveautés-là, j'ai plusieurs coups de cœur, dont Alvéola. Mais c'est bon, le miel. On aime ça, le miel. Oh, du miel! Ah oui, c'est bon. Ça vient me chercher, ce jeu-là. Puis, c'est ça. Je disais tantôt, donc, on va terminer 4e niveau. On termine
tous les joueurs vont avoir un dernier tour à jouer et on va calculer nos points en fonction de l'étage où sont nos abeilles. Donc, niveau 1, c'est 1 point, niveau 2, 2 points, et ainsi de suite. La reine vaut 4 points et on va rajouter à ça les points de nos jetons de miel. Fait qu'Alvéolaire, pour moi, c'est une belle découverte. C'est un 8 ans et plus, 25 minutes, 2 à 4 joueurs. C'est un jeu qui s'explique bien, qui se joue bien en famille, dans les écoles. C'est très, très accessible, une belle rejouabilité et surtout, le matériel est super résistant, il est très beau. Archéologique, qui vient tout juste de sortir, celui-là, en fait, c'est de l'auteur de Turing Machine. Turing Machine. Turing. Oh, oui, Turing Machine. Moi, je suis pas une fan de ce type de jeu-là. J'ai pas Turing Machine, j'ai des amis qui l'ont, qui trippent. C'est le même auteur. Il a fait quelque chose de différent dans Il y a un nom, cet auteur-là. Oui, ici, Johan Levet. Johan Levet. Et donc, le matériel, il est magnifique. On va avoir un petit côté, en fait, là aussi, où il va falloir réfléchir. On m'a dit, ceux qui ont joué aux deux, m'ont dit que c'était un peu plus accessible. Turing Machine, c'est quand même, on pense. Là-dedans aussi, parce que grosso modo, chacun va avoir sa planche ici, sur laquelle, en cours de route, il va falloir, on a tous les mêmes tuiles de ce genre-là, et éventuellement, il va falloir remplir notre tuile avec les couleurs aux bons endroits et les trous, parce qu'il peut y avoir des trous dans notre tuile aux bons endroits aussi. Les petits pions ici qu'on appelle des pièges vont nous servir lorsqu'on va aller chercher des indices sur notre machine ici. Si on a su, exemple, que le orange est dans la colonne E, on va pouvoir aller placer ça pour se donner, dire, OK, éventuellement, je le sais que ça va être une tuile avec du orange. Comme des rappels un peu. Exactement. Et on va venir le placer un peu à la Tetris. On va avoir, en fait, à la toute fin, un plateau qui va être complet et avec 3 cases vides, en fait. Comment on va aller chercher nos indices? C'est avec les machines ici. Donc, à chacune des parties, en fait, vous avez 28 missions différentes qu'on peut retrouver comme ça sur les cartons. Et à chaque fois qu'on va aller chercher nos indices, tout dépend de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut savoir le type, la forme de ce qu'on veut, on voudrait... Fait que c'est un peu le même principe d'indice comme dans Turing Machine, dans le fond. Que je n'ai pas joué, donc peut-être, effectivement. Ça fait penser à ça. OK. Je veux savoir s'il y a des cases vides. Je veux savoir quel type de motif il va y avoir. On va jouer avec ça et ça va nous donner les indices sur cette petite machine-là. Chacun va jouer son tour sur une plateforme comme celle-là. Et c'est le concept, en fait, qu'à chaque fois, le dernier va toujours jouer jusqu'à temps qu'il dépasse les autres. Donc, on va avoir plusieurs tours à jouer si on est loin en arrière. Et si on fait des actions qui sont pas trop chères, parce que chacune des actions sur notre panneau ici sont indiquées, il y en a qui valent plus cher que d'autres. On va chercher nos indices et à partir du moment où il y a un joueur qui pense avoir complété le tableau de la bonne façon, va pouvoir aller le valider dans le petit livret avec la solution. Mais ce qui est trippant, c'est qu'il y a une application qui est gratuite. J'imagine, je pense aussi dans Turing Machine. Et avec l'application, ben, ça va permettre, oui, d'avoir notre réponse, savoir si elle est bonne ou pas, mais on va aussi pouvoir continuer à jouer. Donc, l'application, les dummies, elle est gratuite, mais je pense que ça vaut la peine d'aller la chercher. Donc, c'est un peu le monde archéologique, en fait, où on va tenter de trouver un village historique là, caché dans la brousse et tout ça. Moi, dessus, je l'ai connu ce matin, mon Jeff. Et as-tu la chance de l'essayer? Non, pas du tout, non. Pour moi, c'est mon type de jeu et j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je ne le connaissais pas, c'est ce matin qu'on me l'a appris. Alors, soyez indulgents dans mon explication du jeu. Ça se peut que je sois complètement découvert. Mais c'est pas grave, on résume. On résume, c'est ça. Donc, grosso modo, c'est une boîte avec des cartes dedans, puis on essaie de gagner. Maintenant, bon, alors, dans Motu, en fait, ce qui est le fun, c'est qu'on va se construire un village. Chaque joueur va avoir une carte de départ comme ça avec son village. On voit la petite étoile. Et en cours de route, on va avoir 3 piles. Ça va se jouer en 3 étapes. On va avoir des petits coconuts ici. Et c'est le concept de si je vais aller chercher une carte, ils sont tous comme du mauvais côté. Si je vais aller chercher une carte, la deuxième, ben, je vais mettre un coconut sur la première et ainsi de suite pour aller récupérer une carte. Ce que je vais faire avec la carte, en fait, c'est de la prendre. Et la beauté du jeu, ce que je trouve cool, c'est que tu vas venir l'installer. La règle de pause, c'est de cacher au moins un de tes icônes que tu as sur ta carte et tu dois jumeler forêt avec forêt. Là, il n'y a pas de ligne qui va t'indiquer il faut que tu sois droite. Ici, la forêt touche à la forêt, c'est correct comme ça et j'ai caché un petit icône, donc ça convient. Éventuellement, on va même avoir des plages qu'on va pouvoir ajouter. Donc, je pourrais dire, OK, je cache ici, ça ici comme ça, je vais mettre ma plage là. Et éventuellement, si j'ai une autre plage, je vais essayer je pourrais mettre ça ici. J'aurais le droit de mettre ça comme ça.
Mais il faudrait que tu aies Donc, caché un petit Oui, un tu petit as raison, icône. donc ça ne marcherait pas. Merci. J'ai On écouté voit- ton explication. Regarde, effectivement, regarde, comme ça. Ah, là, ça marche. Et Ça, t'as là, le droit. oui, effectivement. Donc, on va monter comme ça notre village avec la première étape. Et à chacune des étapes, j'ai mon petit calepin ici. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire des points. Soit en faisant des points avec nos icônes qu'on a dessus parce qu'ils vont venir par paire. Les bleus, c'est le pêcheur avec du poisson. Donc, pour chaque pêcheur et chaque poisson que tu as, tu vas faire 2 points. Les oranges, c'est le chasseur qui chasse la dinde noire de Louisville, Très connu. très connue, à coups de batte de baseball. Et là, il va tenter de les éliminer. Et Ça attendrit la viande, ça apparemment. attendrit la viande, c'est meilleur, mais tu fais attention pour te faire dévorer par la La méchante. fameuse dinde. Plus méchant qu'un frelon asiatique. Alors, on va faire des paires. Pour chaque paire qui va apparaître dans ton village, ben, tu vas faire des points en conséquence. Ensuite, tu as les monuments qui vont compter aussi. Donc, les monuments, c'est les grilles. Et ça, on en veut des différents dans notre village parce que à la fin de la partie, plus on va avoir de monuments différents, plus ça va être payant. On va faire des points aussi avec les coconuts qui vont nous rester. On va faire des points aussi, ça je trouve ça très très cool. Donc je viens placer, mettons, un volcan, parce qu'on va avoir des points pour les volcans. Et à la fin de la partie, ce que je vais prendre ma petite réglette ici, et je vais aller du point central au point central du volcan, donc des 2 soleils qu'on voit là, et ça va me donner combien de points je vais faire avec les volcans. Donc on veut qu'ils soient assez loin, pas trop, parce que si vous remarquez, s'il est trop loin de notre village, ben, on fait 0 point. Et s'il est trop proche, s'il est trop dangereux, on fait aussi 0 point. Donc, il y a un petit côté qu'on peut évaluer. En cours de route, on peut aller se chercher des cartes comme ça, qui sont des cartes de majorité de fin de partie. N'importe quand, à un moment donné, je paye 2 coconuts, excuse-moi, 2 coconuts, je peux aller chercher la carte, je la mets devant moi, et j'espère, en fin de partie, avec celle-là, avoir le plus d'icônes chasseurs dans mon village. Si je l'ai, je vais faire un beau 6 points. Mais si quelqu'un, entre-temps, a monté et m'a dépassé, je vais perdre 4 points. Donc, oui, je la mets devant moi, mais en même temps, j'ai des risques de la perdre. Donc, il faut que je m'assure de toujours laisser aller mes affaires. J'ai aussi une petite carte secrète, ce qui amène aussi la rejouabilité et surtout une petite piste de départ pour notre jeu. Une petite carte qu'on garde secrète et par la suite, quand on la tourne, ça va nous donner 2 départs. Moi, je sais que j'ai déjà 2 icônes de départ. Et celle-là, La fameuse dinde. exactement, la dinde sauvage. Et ici, ça me dit aussi en fin de partie, chacun des volcans que je vais avoir dans mon village va me rapporter 4 points. Donc, on s'entend que ma partie risque de s'enligner peut-être plus sur les volcans et ces choses-là. Après la première étape, quand la première pile est terminée, on va choisir seulement l'un des scores qu'on peut faire dans toute la partie pour le calculer. On en compte un. Deuxième étape, on va en prendre 2 autres. Pas celui qu'on a déjà pris, on va en choisir 2 autres qu'on va calculer. Fait que ça nous force à aller un peu partout. Exactement. Okay. Puis ton jeu va évoluer, puis en fonction de ce que tu as fait évoluer, ben, tu vas aller chercher un comptage qui est différent. Okay. Et à la 3e étape, on va aller chercher 3 rangées pour décompter. Il y en a plusieurs rangées qu'on peut décompter. Donc, il y a plus qui n'y paraît dans cette petite boîte. Écoute, c'est fou, c'est un monde magique. Tu rentres là-dedans et tu pars à l'aventure. Tout ça dans Moi dessus. Vous voyez ce jeu-là et vous vous dites, My God, on dirait un stratégo, mais dans le monde princesse. Ouais, un stratégo de princesse. Ouais. C'est un peu ça, mais avec une touch un peu plus intéressante. Tout d'abord, ben, le jeu est basé sur le conte de, je sais qu'il y a un nom, mais c'est probablement un Norvégien qui a fait ce conte-là, de la Reine des Neiges. Donc, c'est vraiment basé là-dessus. Let it go. Let it go, let it go. Tu vas faire du lip-dub tantôt. Là. C'est là qu'on le fait. Let it go, let it go. Bon, c'est parti. On savait toutes les paroles. Ouais, écoute, ça roulait après. C'est la 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 la. Comment ça va se passer? C'est que chaque joueur va avoir 7 petites tuiles comme ça. En fait, vous avez, parmi ces 7-là, il y a 2 miroirs. Ah. Jury de me voir si belle en ce miroir. Hey, viens, on voit Danny ici. Ouais, là, et voilà, le caméraman qui s'est filmé. Vous avez vu, parce que là, il est en train de le filmer, sur vos 7 panneaux, vous en avez 5 où il y a des petites cases où vous allez écrire un mot de 5 lettres que l'adversaire ne connaît pas. En cours de route, c'est ultra simple quand c'est à mon tour à jouer et je vais les installer où je veux. Donc, je vais avoir 2 miroirs dans tout ça. Et à mon tour de jeu, je peux déplacer mon panneau d'une case, un peu à la façon des échecs d'un roi. Donc, je vais pouvoir y aller en diagonale, reculer, avancer de façon orthogonale et tenter de m'avancer vers mon adversaire pour, éventuellement, l'adversaire ne sait pas où sont mes miroirs, pour tenter d'amener le miroir devant, c'est un miroir, ça se pourrait que ça arrive, devant une lettre pour que moi, une fois que je suis assis, je suis capable de voir la lettre dans le miroir. Mettons qu'on met l'inverse juste pour le caméraman ici. Là.
Le principe Avant, du miroir. Tu le vois-tu? Et voilà, fait qu'on peut. Donc, il faut positionner nos miroirs aux bons endroits, mais notre adversaire ne sait pas où sont nos miroirs. On peut bluffer. À partir du moment où il y a un joueur, parce que vous allez avoir un petit calepin comme ça, vous allez marquer exemple, on a l'exemple chien, et vous pouvez, lorsque vous avez des indices de lettres, marquer les lettres ici. Et là, à la fin, il va peut-être avoir un petit charivari de 5 lettres pour mettre le mot à l'endroit. Par contre, une autre façon de gagner, c'est d'amener tour à tour, j'ai pas la bonne, tour à tour, sortir un de nos panneaux à l'extérieur du jeu, mais dans l'ordre de notre mot. C'est-à-dire que si j'ai chien, la première qu'il faut que je sorte, c'est C, ensuite H, et tout le monde sait qu'après, c'est un W. Ouais. Donc, un chouin. Un chouin. Donc, vous allez sortir votre chouin. Et après ça, si la personne a sorti ces 5 lettres du panneau, gagne la partie. Ça enlève des lettres à l'adversaire. En fait, tu gagnes si tu réussis ça. Mais quand tu enlèves le C, lui, il ne sait plus qu'il y a un C, il ne peut plus découvrir ça. Sauf que si tu t'en vas en ligne droite pour sortir, et si l'adversaire réussit à amener son miroir et voir ta lettre, on s'entend-tu que lui, dans son panneau, il va marquer C comme première lettre, puisqu'il sait que tu es en train de les faire en ordre. Et là, c'est à ce moment-là, est-ce que tu vas bluffer? C'est-à-dire amener un panneau jusqu'à la frontière du royaume de la Reine des Neiges et, à un moment donné, staller là, comme on dit en bon français, t'arrêtes, bang, là, l'autre, mais là, tu sors pas. Non, je sors pas, je même. Tu recules, tu l'écartes un petit peu. Fait que ça peut être le fun. C'est un jeu à 2 joueurs. Storybox, la collection qui vient de sortir chez Tiki Édition. En fait, Storybox, présentement, il existe en 2 thèmes. Pour l'instant, parce qu'il y a d'autres thèmes qui s'en viennent. On a des boîtes qui sont sous le thème de l'aventure et on a des boîtes présentement qui sont sous le thème de rêve et cauchemar. Cette petite boîte-là contient 110 cartes. Fait que, Jeff, sors tes muscles, pèse la boîte, elle est tout petite, mais il y a du stock, il y a de la carte là-dedans. On dirait qu'il y en a 110. Exactement. Au poids comme ça, 110. Et il y en a 110. Le concept est fort simple. C'est un jeu qui est coopératif, qui peut se jouer jusqu'à 8 joueurs. On va avoir des cartes qui sont ici. Donc, l'endos va être, c'est l'aventure, donc c'est la jungle. Certaines cartes vont pouvoir nous donner des indices. Chaque joueur va recevoir, dans ses mains, va recevoir 3 cartes. Et là, je ne veux même pas dire à tour de rôle on va jouer. Je vous ai dit que c'était un jeu coop. C'est pas obligé d'être à tour de rôle. En fait, aussitôt que vous êtes inspiré, vous allez prendre une de vos cartes et vous allez commencer une histoire. Vous racontez votre rêve. Pour ceux qui ont peur en disant « Ah non, je suis pas capable de raconter, j'ai pas d'imagination. » Hey, on fait juste un petit bout, là. Tu sais, je peux commencer mon histoire en disant « Dans mon rêve, je suis dans la jungle et je dois traverser un pont qui semble assez fragile. » Je mets la carte. Jeff, tu as 3 cartes dans les mains. T'es au-dessus, t'en as quand je t'en donne une autre. Et comme de fait, le pont s'écroule, mais heureusement, j'avais mon parachute. Et voilà. On les accumule comme ça. Mais là, tu as joué après moi. Mais ça aurait pu être Danny, ça aurait pu être n'importe qui jette une carte tant qu'on a de l'inspiration. Et ça, on va raconter notre histoire comme ça en ajoutant des cartes sur la pile et essayer d'être cohérent, puisque plus vous êtes cohérent dans votre histoire, vous allez voir, c'est un petit jeu de mémoire en même temps, ça nous permet de nous rappeler de l'histoire. Hier soir, on l'a joué, on était fatigué, à un moment donné, l'histoire est partie de tout bas, de tout côté, et là, on se rendait compte que les cartes qui ne tenaient pas la route dans notre histoire, c'était plus difficile à découvrir. Parce que ce qui va se passer par la suite, c'est qu'on a notre pile de cartes comme ça. On a 2 minutes pour passer des cartes, OK? Et tenter de faire le plus de points possible. Quand le 2 minutes est terminé, on prend la pile qu'on a ici, on va la tourner. Fait qu'on s'entend que la première du dessus, c'est la première de notre rêve, de notre histoire. À mon souvenir, c'était un pont fragile. Fait que là, la première personne qui a la pile va dire OK, le rêve, et on raconte le rêve une autre fois. C'est pas les mêmes paroles qu'on va dire, mais quand même, il faut que l'histoire soit là. Donc, tu le dis, maintenant, c'est toi qui as commencé. C'est un pont fragile. Tu vas passer les cartes à une autre personne, celle qui est à ta gauche, et là, elle continue l'histoire. Et sur ce pont, il était tellement fragile que j'ai utilisé un parachute. Avant de la montrer, nécessairement, tu dis un parachute, et là, tu la tournes. D'ailleurs, tu vois, je ne joue pas comme il faut, je vais vous montrer la magie de cette histoire-là. Quand j'ai pris ma pile, je vais virer mon panneau ici. Et ça, c'est les points qu'on va faire. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on réussit une carte, on va les mettre en haut et on va faire 2 points par carte réussie. Si je me trompe dans mon histoire et que la carte, c'est pas le bon mot, la bonne carte qui était à ce moment-là, je la mets de ce côté ici, tout simplement, et ça va me faire moins 1 point. Ça va nous faire un moins 1 point parce que c'est un jeu quoi. Je peux aussi demander l'aide de mes amis. C'est mon bout, j'ai mes cartes, je sais plus m'enligner. Y a-t-il quelqu'un? Là, tu vois la phase. Hier, c'était ça. Là. Il y avait quelqu'un qui était en face, je pense entre autres à Martin. Tapait du pied, là. Tapait du pied. Je sais ce qui s'en vient. On savait. OK, Martin, tu peux-tu m'aider?
Et même à un moment donné, il était tellement enthousiaste qu'il a dit un mot, mais c'était pas le bon, en fait. On l'a tourné, il dit non, c'était pas ça. Mais si jamais il réussit à trouver le mot, on va le mettre ici, on va faire un point de moins, mais on fait quand même un point. On va faire toutes nos cartes de notre histoire comme ça, on va atteindre un total, on va calculer le total, et ça va nous donner un niveau de score à la fin, et on va avoir les points. Ce qui est le fun, c'est que toutes les illustrations sont différentes, les deux boîtes peuvent se jumeler, donc éventuellement, le dos en fait de la carte va être différent dans Rêve et Cauchemar ou dans Aventure. Ça nous permet de remettre facilement les jeux dans leur boîte. Mais sinon, il n'y a aucun problème à les mélanger et faire des histoires plus folles les unes que les autres. Donc ici, on a deux nouveaux jeux. Un qui est basé en fait ici intérieur, qui est basé sur le concept, que vous avez peut-être connu, le jeu de golf, ceux qui connaissent peut-être Skyjo, dans le sens que chacun va avoir son plateau devant lui. Donc, à tour de rôle, vous allez soit pouvoir prendre la première carte du dessus ici de la défausse et venir l'échanger contre une autre dans votre royaume. Sinon, je prends la première du dessus de la pile ici, je la regarde. Si elle convient, je viens l'installer où je veux dans mon royaume. Si elle ne convient pas, je la mets sur la défausse, mais ça m'oblige à ce moment-là à tourner une carte de mon plateau. Ce qu'on veut savoir, si vous regardez, là, Danny va s'approcher sur la carte, on peut voir, il y a une petite icône en haut à gauche. Ça nous dit quel type de paysage c'est. Et il y a 4 peuples là-dedans. On est dans le monde médiéval fantastique, donc on a les gobelins, on a les nains, on a les elfes et on a les humains. Chacun des peuples va avoir un endroit préféré où vivre. Exemple, un humain, je vais le trouver tantôt, mais je vais vous donner. Ah, ici. Dans la ville. Donc, exemple, un nain, lui, où il veut s'installer, c'est dans les montagnes. Donc, il va avoir des montagnes qui sont adjacentes à lui de façon orthogonale. Et ça va donner 2 points par montagne. Il est indiqué ici, 2 points par montagne qui va être à côté de lui. L'humain, lui, est un peu plus versatile. Donc, il va avoir 2 points pour les champs à côté de lui. On voit le petit logo là avec du blé. Et il va avoir 1 point pour les montagnes, à côté des montagnes, et 1 point pour les forêts. Tout ça est indiqué dans la partie de gauche ici, tout simplement. Alors, vous avez compris qu'on veut les installer, faire le plus de points possible en fin de partie. Vous avez remarqué aussi sur les cartes, on a des petites bannières rouges ici. Les bannières rouges, on va retrouver là aussi des icônes, que ça soit une dague pour nos gobelins, une hache pour nos nains, arc à flèche pour nos elfes et une épée pour nos humains. Ça, c'est les peuples à côté duquel ils ne veulent pas être parce que sinon ils vont rentrer en conflit. Donc, vous comprenez là, qu'on veut placer à côté de certaines places, mais il y a certains endroits qu'on ne veut pas y aller parce qu'on va perdre 2 points pour chaque peuple en conflit en cours de partie. Les gobelins, ils s'entendent avec personne, eux autres. Il n'y a aucun peuple qui convient, sauf que quand ils sont à côté d'un marécage, c'est ceux qui donnent le plus de points, ça donne 3 points. Il y a 2 autres cartes qui s'ajoutent à ça, c'est les portails et les dragons. Et ces 2 cartes-là, Danny, viens-t'en. Attends. Viens-t'en. OK. Les 2 autres cartes, on a le portail ici, on peut remarquer qu'il y a un cadenas. Et le dragon, la même chose. Quand ces cartes-là sont tournées et qu'on les met dans notre royaume, ils ne peuvent plus bouger. Ils sont obligés d'être là. Le portail, il sert à quoi? Il va servir à créer des liens entre les places de façon orthogonale. Donc ici, notre humain est considéré comme étant, parce qu'il y a un lien, est considéré comme étant à côté de notre champ. Alors vous avez compris que si on le place à la bonne place, ça peut permettre de faire plein d'interactions possibles. Et ça peut aussi peut-être créer un conflit si jamais j'ai installé un portail et que si je viens installer, exemple, un gobelin, l'humain, le conflit ici va se faire gobelin-humain, donc je vais perdre 2 points. L'autre qu'on rajoute, c'est le dragon. Le dragon, lui, ce qu'on veut, c'est être capable de le maîtriser, le dragon, de l'apprivoiser. Alors, on voit des chiffres ici avec un dragon. Si je l'apprivoise, ça va me donner 3 points. Vient s'ajouter une dernière petite chose. On a des cartes légendes ici avec le petit livre à l'endos. Et ça, c'est des cartes, en fait, c'est des objectifs communs pour tout le monde. À partir du moment où dans votre royaume, vous atteignez un des objectifs pendant votre tour, vous allez chercher la carte. Les points sont toujours indiqués ici en haut à gauche avec une couronne. On vient mettre ça dans notre royaume face cachée et ça va s'ajouter aux points qu'on va faire avec nos peuples et les agencements. Et on va remplacer par une autre carte. Il faut toujours qu'il y ait 8 cartes de disponibles. Dernière petite chose, dans la boîte, il y a des paquets de tuiles comme ça. Je ne les ai pas mis pour expliquer le jeu de base, mais il y a des tuiles comme ça pour chacun des peuples, chacun des royaumes plutôt. Et c'est des objets, des dragons, des griffons, ces choses-là. Ils ont tous un petit pouvoir spécial chacun. On les met sur nos tuiles, sur nos cartes qui sont autour de notre royaume. Et à chaque fois qu'on tourne une carte, on va tourner aussi la tuile et on va faire le pouvoir qui est sur la tuile, tout simplement. Donc, ça rajoute un autre du piquant à la partie. Et on a ici
Celui-là, Je suis pas capable comment de tu le dire. lirais? Il se lit comme ça. Ah, Shipatsu. Tu vois que c'est japonais, donc on dirait plus Chipatsu. Chipatsu. C'est comme ça que je l'ai dit la première fois. Mais c'est pas ça. Jusqu'à temps que je me rende compte de l'icône qu'il y avait ici. Et surtout derrière, le petit bonhomme ici avec son papier de toilette, donc c'est Shipatsu. Le jeu, je vous le dis, j'ai joué en fin de semaine, plusieurs parties. On l'a montré hier aussi, on a joué la gang ensemble. C'est un petit jeu léger de fin de soirée. Il n'y a rien de vulgaire, il n'y a pas d'image étendue sur les murs de la toilette et tout ça, il n'y a pas de danger. L'idée, en fait, ça nous dit sur la boîte, le Chipatsu est une technique ancestrale consistant à maîtriser ses sphincters pour gagner en sérénité. Alors, on veut maîtriser ses sphincters, c'est tellement Écoute, serein. Quand tu maîtrises un sphincter, ça, il l'avait dit, j'ai vu ça à découverte, tu es à 7. Il avait dit ça, Charles Dussard, il dit, tu maîtrises tes sphincters, tu es à 7. Niveau 7, vous pouvez voir chacun des paquets, chaque joueur va avoir son paquet de cartes et chacun a une petite phrase aussi qui est différente d'un paquet à l'autre. Fait que le 7 sur celle-là ici, c'est « Ah, c'est tellement cool, je fais du yoga, je suis super bien ». Par contre, éventuellement, quand je commence à perdre la maîtrise de mon sphincter, voyez-vous le numéro 6 ici, ça va être marqué... Ça se complique déjà, on dirait. Oui, déjà. On voit déjà la face et c'est marqué. Il y a un truc qui cloche. On commence à avoir des petits ballonnements. On n'aime pas trop ça. On a 7 niveaux de maîtrise comme ça jusqu'au dernier où c'est l'explosion totale. Et on ne veut pas se rendre là. La façon que ça va fonctionner, c'est tellement simple. Chaque joueur va avoir 4 cartes dans les mains et à son tour va mettre une de ses cartes au centre ici et il va annoncer le chiffre 2. L'autre joueur suivant va jouer l'une de ses cartes aussi qu'il a dans ses mains, puis il va monter le chiffre. On est rendu à 7. Ce qu'on veut faire, c'est se rapprocher le plus possible de 31, mais sans se rendre à 31. Parce que si on regarde ici les seuils critiques, la personne qui, en augmentant ses scores, va se rendre à 31 et plus, automatiquement, elle va perdre un niveau de maîtrise et va tomber à 6. Et là, on va continuer le comptage, on va continuer à augmenter le score. Éventuellement, une personne arriverait à 50 directement, va lui permettre de relaxer. C'est un répit. Je vais pouvoir remettre ma carte et augmenter d'un niveau. Le petit ballonnement est passé. Le petit ballonnement est passé. J'ai pris du Limodium, ça va bien. On dit, hey, lâche pas, t'es capable. Quand on arrive ici à l'autre niveau, on est à 61 et plus. La personne qui va jouer et qui va atteindre 61 points et plus va perdre 2 niveaux de maîtrise. Même chose, 80, on a un répit. Et à 91 et plus, on perd 3 niveaux de maîtrise plutôt. Et ce qui va se passer à la fin, tout le monde va avoir des niveaux probablement différents dans le jeu. Quand on a terminé à 91, la manche se termine. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on garde le niveau de maîtrise où on était rendu, on prend toutes les cartes, on les brasse et on recommence un comptage avec les nouveaux niveaux de maîtrise, ceux qu'on avait le tour précédent. Jusqu'à temps que quelqu'un n'est plus capable de se retenir et c'est l'explosion totale, se laisse aller et dit « Oh my God! » C'est pas... C'est peint sur les murs. Ah, écoute, c'est pas glorieux, mais j'ai repeinturé les murs, puis c'est bon. À partir de ce moment-là, la partie arrête. Lui, il est éliminé. Il est déjà aux toilettes. Tous les autres joueurs vont avoir un niveau. Et ce qu'on va faire, on va lancer 2 dés, les dés bruns qui sont là. Bruns. Et on va lancer les dés, on va faire le total des 2 dés. Ça va nous amener un chiffre ici. Et là, chaque joueur va le faire, ce qui veut dire qu'on pourrait, si on n'est pas chanceux, puis on pogne 2-1, on pourrait perdre 7 niveaux de maîtrise et diminuer de beaucoup. C'est ce dernier lancer de dés-là, que celui qui est éliminé ne va pas attendre que les autres soient éliminés. Ça va se terminer là dans les secondes qui suivent après avoir lancé les dés. Et là, je vous ai parlé des cartes plus 5, plus 2, mais là-dedans, il y a plein de cartes spéciales. On a des moins 5. On a des cartes qui vont nous permettre, comme elle ici, d'atteindre le niveau d'un seul coup, soit le 30, le 60, 90. Donc, juste au début du seuil critique. On a des moins 10. On a ici, tu vas voler une carte dans la main droite. Tu vas passe ton tour, vire de bord. Tu sais, des classiques qu'on peut retrouver là, dans plein d'autres jeux de cartes qu'on ne nommera pas. Mais il y a plein de cartes spéciales comme ça qu'on retrouve dans le paquet. Ça se joue en dedans d'environ 20 minutes. C'est un 3 à 6 joueurs. Et c'est ce qui fait le tour des nouveautés de chez Dude. On vous souhaite une magnifique journée sur les ondes de Deux Pions. Merci beaucoup, Fanny. À la prochaine.